OK, wow, wow. Ah. C'est la dernière journée, alors l'énergie, il faut monter. Alors, comment ça va? Ça va bien? Super. C'est pas trop fort? Non? Ça va? OK. Euh, je vous ai relaxé un peu avec la musique, pas endormi, j'espère. Moi, je fais des choses un peu différentes. J'ai déjà fait, à propos de moi, ça tournait. Alors, moi, la plupart de vous me connaissez, je suis Vincenzo Minano, originalement de Montréal. Je parle français, broken English, broken français. Alors, il y a des mots en anglais dans ma présentation. Mon français, c'est québécois, né à Montréal. Alors, la plupart de vous me comprenez, mais j'espère que ça va aller bien. Je ne vais pas faire comme Christian. OK. Alors, tout de suite, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vous présenter? C'est quelque chose que moi, que j'ai travaillé beaucoup dessus, c'est Perform Script sur serveur et les implications que ça peut donner par rapport à comment tu vas construire des solutions et qu'est-ce que c'est le bénéfice que tu peux avoir avec ça. Mais aussi, d'un autre côté, design, parce que je trouve que pour améliorer les solutions, et moi, je trouve que maintenant, avec 12 et 13, qu'est-ce qu'on a la possibilité avec tout l'aspect de faire un design plus net avec CSS et tous les aspects qui s'en viennent, c'est que ça donne un look beaucoup plus professionnel et que quand ça roule, et ça peut rouler plus rapidement, ça va aussi donner un feeling que le produit marche bien, donc la solution marche bien. Alors, aujourd'hui, l'agenda est séparé en deux parties. Un côté design performance, l'autre côté expérience interaction. Sur le côté design, on regardait comme un parallèle à l'architecture, littéralement architecture, par rapport à qu'est-ce que ça peut inspirer dans comment est-ce que tu construis les solutions. Moi, je suis un grand avide de la recherche et l'année dernière, j'ai assisté à une présentation que Yann a donnée à Vancouver et j'ai beaucoup apprécié les choses qu'il a apportées. Et une chose en particulier qui est restée avec moi, c'était la chose qu'il a présenté l'histoire de le restaurant en Espagne qui s'appelle El Bulli. Alors, il y a des liens à la fin de mes diapos à toutes les choses que je vais mentionner. Alors, il y a tout un film là-dedans qui s'en vient de ce restaurant-là. Mais la plupart de l'idée avec la recherche, c'est que si vous passez du temps là-dedans et vous expérimentez, ça peut donner des idées dans votre solution. Alors, c'est une bonne place pour faire se passer un peu de temps. Ça va vous inspirer à l'innovation. Et une chose, Feature Slam, c'est quelque chose que Will, à notre compagnie, a créé. C'est une base de données avec toutes les fonctions de FileMaker. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il déroule un script et il va choisir 2 ou 3 au hasard. Et après ça, il va essayer de faire quelque chose avec ces 3 fonctions. Et des fois, c'est pas mal étonnant qu'est-ce qu'on a trouvé de faire. Alors, et je lui ai demandé de la mettre propre et nette, et on va la sortir sur un blog post à un moment donné. Et j'ai aussi assisté cette année, en février, à ma première TED Conference qui a eu lieu à Berkeley. Elle s'appelait Rethink, Redefine and Recreate. Repenser, de redéfinir, recréer. Et beaucoup de vous me connaissez, c'est peut-être, j'ai la tendance de recommencer des projets de zéro, file, new, et c'est beaucoup de travail. Mais le bénéfice, c'est que c'est toujours, qu'est-ce qu'on apprend, c'est comme additif.
Alors, la communauté pense à des nouvelles idées. Ton expérience comme développeur s'améliore, j'espère. Il y a des produits dans FileMaker, il y a des fonctions dans FileMaker qui sont nouvelles, qui s'en viennent, qui peuvent aider à te donner des autres capacités que tu n'avais pas avant. Alors, des fois, les gens ils sont très, comment est-ce qu'on dit, attachés à garder, pas changer beaucoup, de recommencer parce que ça coûte beaucoup, ça coûte cher. Mais des fois, ce n'est pas de recommencer, mais c'est juste de repenser. Alors, peut-être tu peux appuyer un peu de pensée là-dedans. Du côté expérience, user experience, comme Heather a dit, moi je trouve que donner le feedback aux clients qui utilisent, la personne qui utilise la solution, c'est très important. Et on a quelques idées là-dedans que je vais vous présenter. Une chose que je souvent demande à FileMaker, c'est qu'une chose qu'on n'a pas, c'est un progress dialogue, quelque chose qui va te continuer à donner l'information à l'utilisateur de qu'est-ce qui se passe. Et nous, on utilise un plugin pour ça s'appelle, je sais que Christiane avait un progress dialogue dans son plugin, mais on utilise souvent Two for You, Simple Dialogue, et ça vous donne la possibilité de mettre du feedback. Je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai nommé, qui s'appelle Opportunity Moments, des moments d'opportunité. Des information snippets, moi j'appelle ça comme Notification Center. Alors tu peux taper dans ça. Christian, il y a aussi une façon de le faire, mais si vous avez des utilisateurs sur Mac, vous pouvez utiliser AppleScript pour dispatch un message à l'utilisateur qui a quelque chose qui est fonctionné, qui était bien fait. Alors, ça, c'est intéressant. Et la plupart le topic, ce sera sur la performance. OK. Alors, tout simple, providing feedback. Alors, c'est beaucoup de choses qu'on peut faire très simplement qui sont actuellement déjà faites pour toi. Alors, tu n'as pas besoin de rien faire. Tu as des survols sur les boutons, ça change couleur. Mais quand tu cliques sur le bouton, ça change couleur, ça donne le feedback. Alors, c'est tout au sujet de donner du feedback. Quand tu sélectionnes quelque chose, moi, j'aimais ça quand tu pouvais aussi confirmer que tu avais fait une action. Alors, moi, je vais vous montrer comment tu peux utiliser AppleScript pour faire ça aussi. Et montrer du progrès. Alors, il y a deux façons, déterminée et non indéterminée. Alors, c'est que tu donnes la barre qui change ou la barre qui est comme avec les tâches comme ça. Alors, l'exemple tout de suite. Celle-là, notification. Et tu peux m'arrêter n'importe quand, demander des questions si vous voulez. OK, notification. So, OK, notification. Tout simplement, je pense que quand on a commencé à découvrir Slide Panel, on a joué un peu là-dedans de faire des choses comme ça. OK, c'est tout simplement, tu mets un Slide Panel en haut, ici, et il y a trois parties, et tu fais l'animation. Tu fais passer ça à cette place-là, tu l'attends un petit peu, et après tu le fais slider à gauche. Ça, c'est un mot québécois. OK. Alors, très facile à faire. La seule chose avec ça, c'est que ça met ton script en pause. Il y a une petite pause. Et des fois, si des gens sont très, très rapides, ça peut poser des problèmes avec l'exécution des prochains scripts. Une autre façon de le faire, alors si vous regardez ici, dans ce coin-là, OK, tu peux... Oups, oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Do not
disturb. Ah, voilà. Tu le vois? Je peux faire un zoom. OK, tu peux mettre n'importe quoi dedans comme texte. J'ai pas encore... c'est juste du AppleScript. Et tu peux taper dans le système OS pour faire ça. Alors, c'est comment est-ce que je dis, une fois que tu l'as lancé, ça roule dans le background, alors tu peux continuer, ça n'empêche pas de continuer à faire d'autres tâches. C'est intéressant disons, tu fais un purchase de quelque chose ou tu fais un nouveau projet et il y a toutes sortes de tâches qu'il doit combler pour le faire, le projet. Tu peux faire une notification comme ça. Et peut-être aussi, si c'est possible, je ne sais pas, mais je n'ai pas essayé encore, tu peux faire le script rouler sur le serveur. Quand le serveur est terminé, peut-être il peut mettre à jour un script sur le client que ça t'informe comme c'est on appelle ça un callback. Mais je n'ai pas essayé ça encore parce qu'il faut que tu aies un listener sur ce côté ici pour savoir. En tout cas, ça, c'est des notifications. Tu vas l'avoir comme un des fichiers là-dedans, juste pour voir le script rapidement. Alors, ici, alors, je check la version du système, je mets le titre, je passe les paramètres, et après ça, c'est juste un script qui va appeler un AppleScript pour le présenter. Alors, tu passes les paramètres dans l'AppleScript. Et c'est tout. OK. Prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut montrer du feedback aux gens très facilement. Alors, la façon que ça s'est fait, c'est qu'il y a une animation, comment est-ce qu'un PNG qui est animé. Okay? Et tu peux aller les voir, et tu peux les créer à ce site web ici. Et tu peux les télécharger. Alors, tu as un fichier comme un graphique. Mais qu'est-ce que Donovan a créé, c'est que tu peux prendre le Base64 encoded texte de l'image. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a mis dans une fonction personnalisée, ici, là-dedans. OK? C'est tout là. Ça commence ici et ça va jusqu'à ici. OK? Alors, une fois c'est encodé, tu fais un petit wrapper pour que ça rentre dans un web viewer. OK? Et après ça, tout simplement, tu fais comment est-ce qu'on dit, visibility calculation. Un calcul pour faire la visibilité. Alors ici, j'ai cette rubrique. C'est juste une rubrique qui prend un boolean et je mets une coche là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça me donne? C'est que je peux cacher ça. Alors, actuellement, si je n'avais pas, si j'avais pas ce calcul-là, ça se montrerait toujours. Alors, je peux la faire visualiser ou pas visualiser. La beauté de ça, c'est que tu n'as pas besoin d'exporter une image, faire un lien à l'image, quoi que ce soit. C'est déjà tout intégré dans la fonction personnalisée. Okay? Et le Web Viewer, qu'est-ce que c'est tout simplement que c'est? C'est que tu appelles la fonction personnalisée et tu as la possibilité de donner une couleur du background. Je m'excuse, c'est trop petit. Alors, tu donnes la couleur du background, alors ça peut aller sur différentes layouts. Et si tu as des gradients et des choses comme ça, ben, tu demanderas à quelqu'un qui est talentueux avec du coding. Alors, ça c'est ça. Alors, tu peux avoir des images comme ça. La seule chose qu'il faut faire attention avec ça, c'est parce que si tu déroules un script localement, le script va bloquer le update de l'image. Et tu n'auras pas quelque chose, comment est-ce que je dis, de fluide. Ça serait très staccadé. Alors, mais je vais montrer dans un autre exemple.
tantôt que on peut l'utiliser dans le cas de Perform Script on Server. Dans le cas, tu peux dire, le client peut savoir qu'il y a quelque chose qui se déroule pour lui et qu'il est encore en train de faire du processing. Des questions sur ça? Non? Ça va? OK. On retourne ici. Hop. Oups. Prochaine. Voilà. Alors, sur l'architecture, comme je vous ai dit, je suis très inspiré littéralement par architecture. Alors, qu'est-ce que ça peut créer comme espace? Alors, pour construire quelque chose de vraiment bien, vous devez vous challenger et utiliser des différents matériaux. Pas votre immeuble typique en briques. Alors, on va regarder ça. Oui. Alors, ça, moi, j'avais un très bon ami à Montréal qui était un architecte. Et il a gagné même un prix pour des constructions à Montréal pour Energy Efficient, de concours d'économiser de l'énergie. Mais quand tu regardes un édifice comme ça, et si tu es proche d'un édifice comme ça te donne une expérience très intéressante, spécialement quand tu rentres dedans. Okay? Si tu peux imaginer être dans un espace comme ça, que c'est vraiment futuristique, il n'y a presque pas d'angle carré. C'est très intéressant comme place. OK, alors, je vous invite de regarder des images pour voir qu'est-ce que ça peut vous donner comme imagination, mais le côté FileMaker de ça, que je vais vous parler dans un instant, c'est que ça vous challenge dans le sens de comment tu construis des solutions de nombre de rubriques et des choses comme ça. Un autre exemple dans mes diapos, c'est le New Bay Bridge, okay, le projet d'ingénieur le plus complexe dans l'histoire de Californie. Et ça, il y a sur ce site web, il y a aussi un time-lapse que tu peux aller voir. Mais ça s'est complété en septembre, je me rappelle, c'est peut-être une année maintenant déjà. Et j'ai passé au travers ce pont-là un couple de fois. Et l'expérience est vraiment intéressante parce que tu vois sur l'autre côté, il y a le vieux pont. Et quand tu traversais le pont en allant d'une direction, tu allais en haut. Quand tu traversais de l'autre côté, tu allais en bas dans un tunnel. Et ce pont ici, tous les deux sont en haut. Et c'est très, très ouvert. La lumière pour illuminer la rue, c'est très, très... c'est tout éclairé, mais tu n'as pas les lumières qui viennent dans les yeux. Ils ont tellement fait un bon travail, c'est très intéressant. Alors, je vous invite à regarder ces deux choses. Par rapport à l'architecture FileMaker, d'habitude, on a des clés, c'est groupé par catégorie ici, un petit peu. On a un bloc. Nous, c'est comme ça qu'on groupe nos rubriques. Les clés, des rubriques d'audit, qui a modifié quoi, des rubriques des données, des calculs et des récapitulatifs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'avec le temps, des nouvelles possibilités arrivent et nous avons trouvé de meilleures façons de faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut mettre des rubriques d'audit dans une table, disons, toutes à soi-même, pour ne pas répéter les choses toujours. Et on peut enlever les calculs qui peut-être, la plupart sont peut-être même non stockés, sauvegardés, et on peut mettre dans une table qui a un lien un à un. Et
Et qu'est-ce qui peut arriver? C'est que les tables deviennent plus petites, plus étroites. Les tables courtes, moins de rubriques, moins de charge mentale, les valeurs stockées, pas de dépendance. Et tout ça, quand tu vois, qu'est-ce que tu peux faire avec Perform Script on Server, tu commences à voir qu'il y a comme une séparation. L'utilisateur peut modifier les données et le serveur peut mettre à jour certaines choses. Alors, tu as vraiment une claire séparation de qui a le droit à toucher une fiche, comme tu segregated dans une zone et une autre. Et on va voir un exemple de ça. Un petit exemple que j'ai préparé pour montrer ça, c'est du camping que je vais voir. On va vous montrer bientôt, là. Alors, dans cet exemple, on a un budget pour aller faire du camping et on a des dépenses. D'habitude, si tu crées la solution en FileMaker, tu vas voir des calculs qui sont non sauvegardés. Alors, ils vont s'évaluer dès que tu vois la fiche. Expense est saisi par transaction. Ce mot-là est un link à le site de Todd Geist qui parle beaucoup de transactions. Alors, combien de vous connaissez comment faire des transactions en FileMaker? OK, il y a une bonne partie qui ne connaissent pas. OK, je vais expliquer ça. Mais cet exemple il est un bon exemple de l'intersection de qu'est-ce que tu peux faire avec Perform Script on Server et transactions. OK. Ça va donner l'expérience aux utilisateurs que c'est aussi rapide que d'être sur le LAN. Et c'est beaucoup plus mieux pour des gens qui sont sur le WAN. Alors, on regarde des campings, là. Attends un instant. Oui, OK. Camping. So. Oups. Excusez. Shadow. Compressing data. Where did I put it? Non, je ne l'ai pas ouvert. OK, voilà. Celui-là. OK. Alors, c'est un exemple très simple. Vous pouvez voir en arrière, c'est assez grand. OK. C'est tout simple. C'est tout simple comme exemple, mais ça démontre les trois cas où tu peux faire create, update and delete. OK? Alors, j'ai une table qui s'appelle Budget et j'ai une ou plusieurs dépenses. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est que si je crée ça d'habitude en FileMaker, normalement, je vais avoir des calculs qui ne sont pas stockés. Mais ici, tu vois, il n'y a pas aucun calcul qui est non stocké. Ils sont tous stockés, saved, or stored. Et on va garder les calculs dans un instant. Je vais vous montrer. Alors, je vais ici aller à faire du camping. Et qu'est-ce que j'ai besoin de boire? C'est de la bière pour aller sur mon camping trip. Et je vais amener $50. OK? Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai mis un popover ici et j'ai mis dans des globales. OK? Alors, je n'ai pas créé de fiche encore, rien. Et c'est comme j'ai rempli un formulaire. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le créer. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va la rentrer comme une transaction. Et à ce moment-là, si cette fiche est déverrouillée, il ne pouvait pas rentrer la nouvelle fiche parce qu'ils disent au client, c'est bloqué, maintenant tu dois essayer plus tard. Alors, si ça ne rentre pas, ou ça rentre tout comme transaction, ça veut dire que je rentre la dépense et je calcule en même temps sur le budget le total de dépenses, le total dépensé pour me donner la balance et tout.
Si ça ne fait pas toutes les transactions en même temps, ça ne rentre pas. Alors, je vais vous montrer le script très rapidement. Alors, ici, je vais encore exécuter ça une autre fois. Alors, ici, si on regarde, alors ça, c'est mon script qui déroule. Tout simplement, on a une boucle, qu'on appelle ça dans notre bureau « single pass loop ». Ça veut dire qu'il y a une boucle en haut et la boucle toujours se complète ici en bas. OK? Alors, c'est la possibilité de faire des choses comme tu peux faire des points d'exit n'importe quand et tu as toujours le même point de sortie de ton script. Tu sors le script en bas. Ici, ce n'est pas fait comme ça. Après, d'habitude, il y aurait un exit script en bas, mais c'est pour ça qu'on a le loop ici. Alors, on déclare des variables ici. OK? On fait des variables. Après ça, il y a la validation. Si je n'ai pas mis une date, je n'ai pas mis un montant, je n'ai pas mis une description. Alors, ça, ce n'est pas un bon exemple parce que ça fait halt. OK. On descend en bas. OK. Alors maintenant, attends un instant. Je vais le faire. Voilà. OK. Alors, faire la validation, on va ajouter une dépense. Parce que le fichier est local, il voit que ce n'est pas aubergé et je vais le faire localement. Alors maintenant, il appelle un script. Mais c'était hosted, il aurait appelé le script et il attendrait pour compléter. Mais c'est le même script. Alors, tu vas voir qu'est-ce qu'il aura fait sur le serveur. Alors, on appelle le script et on a les variables. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? De ici à ici, ça c'est la transaction. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est que on va sur le modèle, on crée la nouvelle fiche dans le modèle expenses. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire tout de suite? C'est de... budget ID. Expense. Oh, OK. On va mettre la clé qui va faire la relation à quel budget cette dépense est attachée. OK? Alors, on met ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de toucher le parent, la fiche du parent. Et si on réussit à faire ça, qu'est-ce que FileMaker il va faire? C'est qu'il va verrouiller cette fiche et l'autre fiche. Alors maintenant, l'autre fiche n'est pas enregistrée encore parce que tu n'as pas fait un commit. OK? Alors à ce moment-là, je n'ai pas eu d'erreur. Alors à ce moment-là, je mets les autres données dedans, la date, la description, le montant. Et ça, c'est la partie la plus importante, ici, en bas. Celle-là, ici. Alors, quand on va regarder le calcul, tu vas voir pourquoi. Et ça dit à la table de budget qu'il y a comme un trigger. Et cette rubrique-là, quand elle est mise à jour, ça va faire recalculer les calculs. Et quand tu fais un commit, ça fait le commit en les deux places. Tu fais le commit, tu sauvegardes des données dans la table de dépenses, tu sauvegardes des données dans le budget, et le résultat, c'est que tu as mis les données, garanties qu'ils sont mises à jour sur le budget, et aussi tes dépenses sont rentrées. Alors, on complète ici, fini, et tu as aussi l'information ici qui c'est intéressant. Mais le calcul, alors on regarde le calcul très rapidement. Alors ici, voilà, on voit que j'ai update et j'ai le SQL qui va aller compter combien de dépenses j'ai. Si on regarde l'autre calcul, OK, l'autre calcul, il va regarder si update, parce qu'il fait partie du calcul, la rubrique update. Cet calcul va être refreshed, réévalué.
Et est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'utilise une fonction SQL en place que juste de dire FileMaker? Parce que j'ai la relation. J'ai déjà la relation entre la table budget et expenses. Je peux dire juste sum, OK? Et je mets la rubrique de expenses, le montant. Je vais avoir la somme. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'utilise Execute SQL ici? Pardon? Non, non, on pourrait sur le contexte. Parce que le calcul est évalué du contexte du budget. Alors, il n'y a pas de problème là-dedans. Pardon? What about? Je n'ai pas compris. C'est en belge, je sais. Je ne comprends pas. Fabrice. OK. Non. La raison pour laquelle j'utilise SQL, c'est qu'il y a une petite chose intéressante. C'est que si j'utilise des fonctions FileMaker, parce que la nouvelle fiche n'est pas encore enregistrée, ça ne le prend pas. Spécialement, la somme, je n'ai pas essayé avec la somme, mais le compte, le count. Parce que l'agression de nombre de dépenses, ça va pas noter que tu as une nouvelle dépense qui n'est pas encore enregistrée. Mais si tu utilises SQL, Execute SQL, qu'est-ce que tu vas voir? C'est que ça va aussi prendre celle-là qui n'est pas enregistrée encore. Alors, c'est un petit détail que il faut savoir si tu utilises cette technique. OK. Des questions sur ça? Et vous aurez à voir cet exemple-là. Vous pouvez expérimenter. Vous pouvez aussi supprimer ici. Je peux supprimer. Alors, regardez la balance ici. Je supprime. Et voilà, c'est fait. Si, pour un exemple, un autre, si quelqu'un avait verrouillé la fiche, j'essaie de rentrer une nouvelle dépense. Il me dit que le budget record was in use, try again later. OK, ça ne rentre pas. Ou ça rentre tout, ou ça ne rentre pas. Et l'autre chose, pour faire, comme je vais vous montrer, create, update et delete. On a vu create, on a vu delete. Update, c'est, on fait quelque chose comme ça. Alors, dès qu'on clique sur le montant, on ne va pas verrouiller la fiche directement sur le client. OK? Alors, je change le montant dans un global. OK? Je vais dire, je veux dépenser $100. OK? Et une fois que je sors de là, il prend la valeur, il l'envoie comme un script trigger. Et parce que je n'ai pas verrouillé rien, si elle va réussir à trouver la fiche de dépense et verrouiller celle-là et le parent, ça rentre. Alors, toutes les transactions sont faites sur le serveur. Des questions? Non? Ça va. OK. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas comment faire les transactions en FileMaker, Todd Geist a fait un blog post. C'est indiqué ici. Il y a un link ici. Et c'est bien expliqué. Il fait une bonne explication au sujet des transactions en FileMaker. OK. Alors, prochainement. Quand Perform Script sur serveur est sorti, ça c'est mon garçon, Luciano. Et sur l'avion de San Francisco à Montréal avec Air Canada. Obviously, you can tell it's Air Canada. Et souvent, on va visiter la cabine des pilotes. Et cette fois-là, le pilote a dit, tiens, viens ici, t'asseoir, mettre le chapeau. Presse ce bouton-là. Alors, j'ai trouvé, comme c'était un projet de tester des choses comme ça, j'ai trouvé ça intéressant d'utiliser la photo pour le modèle ici. Mais qu'est-ce que j'ai expérimenté avec?
c'est exporter des données, importer des données, faire des updates avec comme un replace. J'ai fait supprimer des données, créer des données, trier et exécuter du SQL. Okay? Et tout ça, c'est fait la première fois. Alors, il faut que je clarifie un peu parce que FileMaker va porter les données en bas comme dans un temporary file. Et une fois que ça c'est fait, ça roule plus rapidement localement. Okay? Alors, mais si tu ouvres la base de données, tu rentres dedans, tu fais ta transaction, c'est ça que tu vas expérimenter. C'est la première fois que tu fais la transaction. Alors, les 3 colonnes, ça c'est la première colonne ici. Je vais essayer de rentrer un peu plus proche. La première colonne, les numéros sont petits, mais ça représente Perform Script. Qu'est-ce qu'on avait jusqu'à 12, FileMaker 12. La deuxième colonne, c'est Perform Script on Server avec l'option d'attendre, et l'autre, c'est l'option de ne pas attendre. Tu vois que les deux, ça fait pas de grandes différences. Les deux, le total, c'était 7 secondes. Alors, je dois expliquer un peu. Mon serveur était à Palo Alto et j'ai un ami à Chiasso, en Suisse. Et ici, c'est marqué, il est 5900 miles du serveur. Il y a une bonne connexion, mais ça lui a pris pour faire exécuter toutes ces tâches-là 2952 secondes. Okay? Et s'il faisait ça avec la même tâche, avec Perform Script on Server, 7 secondes. OK? Wow, yeah, wow. Tu peux dire wow, wow. Oh, OK. Si tu as des gens qui travaillent, 5 personnes qui font ces tâches 2 fois par jour, ça va coûter l'entreprise 196 000 $ par année pour faire ces tâches, en place que si tu les avais organisées avec Perform Script on Server, 470 $. C'est une bonne façon d'avoir du travail. Wow. OK. Alors, qu'est-ce que je vais montrer? C'est que une des choses que je voulais essayer de faire aussi pour être capable de rentabiliser import, parce que je voulais faire aussi l'import, OK? Le test de l'import, c'est que je voulais importer quand la fiche était hébergée, the file was hosted. Mais je ne pouvais pas faire ça parce que l'import je faisais exactement d'importer des données de Excel. Alors, il y a 2 places où tu peux importer des données quand un fichier est hébergé, merci. Et il y a juste 2 places. Alors, il y a le document, le path to the documents folder et le temporary path. Et qu'est-ce que j'ai pensé, c'est que peut-être je mets external storage. Je mets le document Excel, il est sur le serveur, mais quand je disais à le serveur d'importer de là, il ne pouvait pas le voir parce que ce n'est pas dans ni l'un ou l'autre de ces places. Et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que tu peux enable, tu peux activer, oui, cet autre folder que tu peux héberger ta base de données. Et quand tu fais ça, tu as le droit à donner un path à où est-ce que tu vas avoir ton container data. Alors, comme ça, c'est en gris parce que le document a été hébergé pendant que je prenais des snaps. S'il n'y a pas quelque chose qui est hébergé, tu peux aller modifier ces paths-là. Et une fois que tu as fait ça, ça permet des choses comme ça. Je vais vous montrer. Oups, pas celle-là. Un instant. Ça ne veut pas arrêter, hein? OK, import on server.
OK, celle-là, shadow, oui. Compressed data, important server, baby names. Où est-ce qu'il est? Shadow. Ah, tout simplement. Je vais le faire de nouveau. Ah, voilà. OK. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est une... j'ai essayé de trouver des données pour jouer avec. Alors, je suis allé sur data.gov, qui est une place aux États-Unis qui met toutes les données que tu peux aller télécharger. Et j'ai trouvé des noms des enfants de l'année 1910 jusqu'à 2011 ou quelque chose. Et c'est des noms dans chaque state, chaque US state. Et j'ai trouvé un document ici, des baby names en Arizona. Il y en a 101 000. Alors, j'ai testé ça ici à l'hôtel hier soir, avant d'aller souper. Ça a pris 2 heures et quelque chose pour importer ce document-là dans cette table. Il y a juste 1, 2, 3, 4, 5 rubriques là-dedans. Il y en a une qui est indexée, c'est tout. Mais ça a pris plus que 2 heures. OK? Je ne vais pas vous faire attendre 2 heures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un container pour mettre le document dedans. Alors, ça, c'était un external container. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est le délai de transférer les données directement dans external storage. J'espère que ça va marcher. Sinon, j'ai un film que je peux vous montrer. C'est le serveur, c'est à Palo Alto. C'est un bon temps de prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? J'espère, non? Ah oui, voilà, super. OK, ça va. On attend un petit peu. Ah, voilà, c'est fait. Alors, c'est pas commencé encore, je n'ai pas déclenché parce que je veux vous montrer quelque chose d'autre. Alors, ici, OK, ça c'est mon serveur à Palo Alto. OK? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder en même temps, quand je vais dérouler ça. Il faut regarder ici le processus un petit peu parce que ça va être différent. Je vais expliquer pourquoi c'est différent. Alors, je déclenche ça. Tu vas voir aussi en arrière ici. Tu regardes la fiche là-haut. Alors, on commence. J'ai dit au serveur, tu commences à importer les documents dans la table. Et voilà, c'est parti. OK, ça fonctionne sur le serveur. Ça fonctionne. J'ai des fiches, des enregistrements qui sont en train d'arriver vers moi. Si on garde le serveur, OK, c'est fini. 101 000 fichiers et enregistrements sont déjà dans la table. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je ne vois pas encore? Pardon? Ah. C'est parce que, oui, c'est ça. Le serveur est déjà englouti, c'est ça qu'on dit? Englouti 100 000 enregistrements. Et ça indexe. Oh. Non, ça indexe pas. Ça fait l'index, mais ce n'est pas la seule raison. C'est parce que toi, moi, comme client ici, je n'ai pas les 101 000 enregistrements encore. Parce que, regarde, toujours FileMaker, tu gardes un temporary file. Alors, qu'est-ce que le serveur est en train de dire? C'est que, toi, tu as besoin de ces fiches, tu l'envoies, je ne sais pas, 1000 à la fois ou quelque chose. Mais tu vas voir que c'est beaucoup plus rapide que 2 heures, quand même. Mais l'idée d'avoir en tête, c'est que c'est déjà complété. C'est déjà complété. Il a pris 20 secondes, 23 secondes de compléter cette tâche. C'était déjà fait. OK? Et alors, si tu le programmes
OK, je vais vous montrer encore une autre chose. Je vais verrouiller cette fiche. OK, j'ai verrouillé la fiche. Tu regardes ici. C'est encore en train de dérouler. 101 000, c'est fait. Et j'avais la fiche verrouillée et ça a encore mis à jour le spinner que j'ai utilisé en haut sur cette fiche-là parce que j'avais un one-to-one record, un shadow record. Alors, le serveur met à jour cette fiche-là, ça ne touche pas l'autre. Alors, l'utilisateur peut être dans la base en train de taper quelque chose, même sur la fiche qu'il y a du feedback qui vient du serveur. Alors, c'est très intéressant comme exemple. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exécuter l'import, fermer ton laptop et aller à la maison parce que ça se déroule tout sur le serveur. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Ah, merci. J'ai d'autres choses. OK. Des questions sur ça? Non? Il faut, la chose qu'il faut pardon? OK. Il faut être conscient, c'est que quand tu vas upload sur serveur, OK? Et il y a le bouton en haut qui dit Browse. Tu dois changer la directoire où tu vas mettre ta base. Très importante. Que tu mets la base de données dans cette autre place. C'est pour ça que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est expliqué sur le blog post qu'on a mis sur le site de Beeswax. OK. Si tu as mis déjà la base de données, ouais, il faut faire attention parce que il faut bouger. Hein? Tu as des documents externes, c'est ça? Oui, il faut bouger. Moi, je ne sais pas. J'ai entendu souvent des discussions dans notre bureau. J'ai bougé, mais je n'ai pas mes images. En tout cas, je ne sais pas la bonne pratique pour le faire, mais c'est possible de le faire. OK. La prochaine chose, des moments d'opportunité. Comment j'appelle ça? Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des moments que... Alors, je vais raconter une histoire. Je suis assisté à une présentation à San Francisco et il y avait un bonhomme de Instagram qui est venu. Vous connaissez Instagram? C'était une application pour prendre des photos. Alors, il expliquait son processus de qu'est-ce qu'il faisait. Le gars prenait la photo, il dit, je vais choisir un filtre, il attend, je vais taper un texte, et après ça, j'envoie l'image. Le problème avec ça, c'est que les appareils, ça prend des grandes images, et si tu as une connexion très lente, ça prend du temps, tu attends. L'expérience n'était pas géniale. Ils ont repensé ça. Ils ont dit, on peut prendre la photo, choisis le filtre, envoie l'image. Commencez à envoyer l'image. OK? Alors, je choisis. OK, j'ai choisi. OK, je tape un texte. On continue à envoyer l'image. OK? Alors, j'ai fini mon texte. Envoie l'image, c'est déjà envoyé. L'expérience est complètement changée. Alors, j'appelle ça un moment d'opportunité. Alors, tu peux faire maintenant, en FileMaker 13, tu peux faire des choses comme ça. Tu remplis un formulaire, OK, je remplis ça. J'arrive à un moment donné où il y a des données qu'il faut garder dans la base, si j'ai choisi le bon produit, est-ce qu'il est en stock, quoi que ce soit. Dès que tu as complété cette partie-là, tu fais un dispatch, tu envoies une action qui va procéder les données et mettre à jour tout de suite dans le formulaire qui dit, tu arrives un peu plus bas, déjà dit, we have no more stock, we have no more of these guys. Alors, tu peux faire une interaction très intéressante et c'est comment ça, on appelle ça, user-centered design. Moi, je ne sais pas, mais dans le sens que tu fais le design à propos de l'utilisateur, tu essaies de donner le plus de feedback. Alors, ça c'est en regardant aussi qu'est-ce qu'on vient juste de voir.
les moments d'opportunité. J'ai importé des données. Je peux, sur des données, ça peut être des dépenses. Alors, je peux valider les dépenses et ça peut donner du feedback pendant que tu es dans la base de données. Alors, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire comme ça. OK. J'ai fait un blog post là-dessus, mais je ne me rappelle pas si on l'a annoncé encore. Je dois nommer Jay. OK, celle-là. Pas de sous-récapitulation. En anglais, on appelle ça not only SQL. Non, NoSQL, c'est ça. NoSQL. Moi, je suis littéral comme personne. Quand j'entends NoSQL, je pense NoSQL. Mais en Californie, NoSQL, ça veut dire not only SQL. C'est pas seulement SQL. Tu suis? Oui? OK. Alors, comme littéral, alors j'ai pris ça que pas seulement sous récapitulation. Combien de temps il me reste? 10 minutes? OK. Alors, on fait des rapports, souvent en FileMaker, avec des sous-récapitulations, oui? Et des sub-summary parts. Et ça doit trier, ça doit agréger, tout ça. Et ce n'est pas dans tous les cas, tu peux faire quelque chose comme ça, mais dans certains cas, quand les données sont stockées, ou, tu peux imaginer des scénarios. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Mon serveur, maintenant il était en Californie, alors il est très loin d'ici. Mais les tests que j'ai faits avec ça, c'est que j'ai fait des recherches des données. J'avais 5 millions d'enregistrements et je faisais des recherches pour des baby names, des noms d'enfants. Dans des années, toutes les années, dans les États, et pour voir quel temps ça prenait pour montrer leur Sub-Summary Report en FileMaker et l'autre que j'ai fait, que ce n'est pas un vrai Sub-Summary Report, mais ça donne le même résultat. Alors, en France, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est beaucoup plus loin. Alors, en Palo Alto, pour une raison que je n'ai pas compris encore, c'est actuellement plus lent s'utilise cette fonction-là pour le faire sur le même serveur. OK, alors, ici, on va aller voir cet exemple. Let's see, baby names, cela. Ah non, ça c'est l'autre. OK, baby names. OK, alors ça c'est... j'ai une fiche pour chaque rapport que je déroule. Et ici, je veux voir un rapport pour la Californie. Alors, le rapport pour la Californie, pour toutes les années. All years California. OK, view. Je vais essayer de changer la... Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Ben, voilà. OK. Alors, ici, clic. On attend. Je peux prendre des questions un petit peu pendant qu'on attend. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça, c'est le temps normal. Ça va à peu près prendre 1 minute pour avoir ce rapport. OK? Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout construit avec les choses qu'on a en FileMaker. En Sub-Summary Part, ben, je dois trier les données. J'ai trouvé... je ne me rappelle pas combien de fiches exactement que j'ai trouvées, mais il y a des milliers là-dedans, peut-être 100 000 ou quelque chose de plus, hundreds of thousands. Et il doit faire le tri, après il va faire aggregating sur toutes ces données-là. Encore, qu'est-ce qu'il faut que j'explique, c'est que ça, c'est la première fois que je fais ça. Alors, si je le ferais une autre fois, ça pourrait rouler un peu plus rapidement. Mais on va évaluer avec l'aspect que ce serait la première fois. Et quand je vais vous montrer l'autre,
c'est que la façon que je l'ai faite, c'est que j'ai fait un fiche qui représente un rapport, un request. I have a request, j'ai une requête pour un rapport. Alors, si j'ai une fiche et tous les fiches, comment c'est, child records, sont les parties du summary report. OK, ça, c'est fait. Alors, ça fait aggregating maintenant. Alors, moi, voilà mon rapport. OK, je vais regarder l'autre façon de le faire. Oups, baby names. Alors, ça, c'est l'autre façon de le faire. Alors, OK, je vais faire je vais faire une nouvelle demande pour Californie. California. Et je vais demander que ça roule sur le serveur. OK? On the server. Oups. Clic. OK. OK. Voilà. Et c'est prêt. OK. Alors, vous pouvez, si vous voulez. Alors, juste pour vérifier, les montants sont exacts. C'est la même chose. C'est juste construit différemment. Mais qu'est-ce qui était très intéressant avec cette technique-là, c'est parce que tu peux donner une autre expérience aux gens. Tu peux dire, OK, je vais demander 1957, je veux ça pour Arizona, OK, ou pour tous les États, en 1957, on the server, OK. J'ai demandé, la requête se fait, le processus sur le serveur, c'est fait, je peux la garder, OK, et voilà. Si quelqu'un arrive et fait la demande une autre fois, juste dans certains cas, pas dans tous les cas, tu peux aussi tu peux créer ta propre caching mechanism. Et si c'est donné des trimestres, que c'est fini, c'est complété, tu as déjà demandé pour ce produit dans ce trimestre-là, tu peux aller déjà chercher les données et dire, tiens, tu peux regarder ça. Il y a des systèmes très complexes qui font ça souvent, de cacher des données, en tout cas. Ça, est-ce que c'est inclus là-dedans? Non, ça c'est un blog post. Ça, je ne me rappelle pas. Ça, c'est pas inclus dans les données que j'ai ici. Ah oui, c'est inclus, c'est là. Tu l'as. OK. Des questions? Non? J'ai une dernière chose à vous montrer. On finit à 10 heures? OK. Oh, wow. OK. Très rapide. OK. La dernière, je pense que c'est la dernière. Compressing data, we won't have time. OK, Twilio. On va faire Twilio. Les diapos. Twilio. OK. Ah, c'est fini celle-là. On passe à celle-là. OK, très rapidement, j'ai vu un blog post que quelqu'un a fait pour expliquer, envoyer des SMS. C'est facile. Quelqu'un l'a découvert. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est de recevoir des SMS, interagir avec la base de données, avec Siri, ou Siri, ou envoyer quoi que ce soit. Mais alors, nous, Stéphane, Thomas, c'est un gars d'ici, de France. Il travaille avec nous en beeswax maintenant. Il est très talentueux. Et avec moi, lui, fait ça, Stéphane. Il crée des choses pour moi, c'est très intéressant. On a créé quelque chose qu'on peut interagir avec la base de données sans l'ouvrir. Je vais l'avoir ouvert ici pour vous montrer. Oups, encore 3, c'est pas possible. Alors, Twilio est ici. Si vous voulez, essayez aussi dans la salle et vous avez le numéro de téléphone pour envoyer un texte SMS. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mon minion. Oups, Siri not available. Ça, c'est pas bien. Attends un instant. J'espère que c'est juste un cas de ne pas être branché là-dessus. Attends un instant. J'ai déjà rentré mon email. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais l'entrer une autre fois. OK.
Um, OK. 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 Alors, j'essaie maintenant. Send a text message to Minion. Okay, what do you want to say to Minion? Balance on project 5789. Ready to send it? Send it. Je ne sais pas pourquoi, mais à la fin, là, To the cloud it goes. and off to the cloud it goes. Elle a un sens d'humour. Alors Siri m'a envoyé un message qui me dit, je ne peux pas vous le montrer ici, mais il me dit, Project 5789 has a balance of $3,500. OK, et je peux vous demander a balance on this one here. OK, so send a text message to Minion. Okay, what do you want to say to Minion? Balance on project 2258. Ready to send it? Send it. Send it. Alors? Oui? Send your message. I'll send your message. Okay, thank you. Alors voilà. Step away from flying saucers today. Alors, il y a un sens d'humour parce que la façon que je l'ai faite, j'ai demandé a balance. Et la façon c'est codé, c'est que c'est le premier mot, ça doit être balance status or balance status or budget. Et alors, on a programmé un peu d'humour là-dedans. Mais en tout cas, ça c'est très intéressant parce que moi j'avais pensé côté expérience, tu peux on the fly, tu peux interagir avec ta base de données pour avoir, tu sais, combien de ventes de ça j'ai eu aujourd'hui ou c'est quoi qui se passe. Et tu peux l'avoir, l'interaction avec Siri directement. On va faire un blog post sur ça. Je n'ai pas un document pour vous expliquer comment c'est fait. C'est tout. Merci beaucoup.